Bonjour à tous. Mon premier invité est convaincu que l'on peut largement mieux se protéger face aux catastrophes naturelles les plus ravageuses. Il nous présentera son dispositif anti-inondation dont peuvent s'équiper les villes, les entreprises et les particuliers. Ensuite, notre grand rendez-vous consacré au monde du mobile fera le point sur cette montée en puissance des wallets. Et puis dans une deuxième partie, on étudiera quelles sont ces données oubliées dans nos systèmes informatiques, la plaie des dark data. Ce sera le sujet d'une deuxième interview dans Smart Tech aujourd'hui. On terminera comme d'habitude avec notre chronique Où va le web, avec un regard cette fois sur ces arnaques qui pullulent dans le Web 3. Mais d'abord, donc dispositif anti-inondation gonflable en 60 secondes, c'est l'interview dans Smart Tech. Le mercredi dans Smart Tech, c'est le grand rendez-vous du monde mobile business avec Jérôme Bouteiller pour l'incarner, le fondateur, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être fidèle dans Smart Tech. Et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Frédéric Leclé, le directeur de LeafPay. On va pouvoir ensemble regarder un peu ce qui se passe du côté des wallets et cette montée en puissance qu'on nous annonce, comment ça va transformer nos usages au quotidien avec nos smartphones. Mais d'abord, on va démarrer avec cette interview sur un dispositif anti-inondation pour lutter contre les catastrophes naturelles les plus ravageuses avec Bertrand Sylvestre Boncheval qui est connecté avec nous à distance. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Flowstop. Votre innovation elle est née d'une rencontre avec la personne qui est devenue votre associé ensuite, Olivier Guilloux, à l'été 2021. Ça fait 2 ans, là, à ce moment-là, qu'il travaille sur un projet de recherche et il a réalisé son premier prototype gonflable anti-innovation. Il est breveté aujourd'hui, il est gonflable en 60 secondes. Vous allez nous le décrire, s'il vous plaît, nous présenter comment ça fonctionne ? Oui, tout à fait. Alors en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, la majeure partie la majorité des inondations sont une hauteur d'eau de quelques centimètres à quelques dizaines. Et vous avez des dégâts qui peuvent être considérables, à la fois en termes de mobilier, de sol, de murs, etc. Il y a beaucoup de travaux et de fabrication à réaliser. Et on peut se protéger tout simplement. Donc il y a différents dispositifs qui existaient jusqu'à présent. Vous avez des bâtards d'eau métalliques, vous avez des sacs de sable qui ont une efficacité qui peut être un peu à géométrie variable et puis qui sont plus ou moins pratiques. Et ce qu'on a inventé avec Olivier, c'est un coussin gonflable qui s'insère en fait dans les portes de garage, les portes-fenêtres, tout type d'ouverture, et qui permet en fait de complètement rendre étanche votre ouverture. Donc à chaque fois qu'il y a une inondation qui arrive, vous le gonflez une demi-heure ou 1 heure avant, et puis vous stoppez l'eau au pas de votre porte, et vous avez chez vous, tout reste sec et puis vous évitez un certain nombre de dégâts qui sont aujourd'hui plus possibles. Bertrand, à quel type d'inondation ça s'adresse et à quel moment surtout on doit le déclencher ? Alors il y a 2 types d'inondations. Vous avez des inondations de crue, c'est-à-dire que l'eau du fleuve va monter et puis au bout d'un moment il déborde et l'inondation débute. Donc ça c'est plus ou moins prévisible. Vous avez 2-3 heures, parfois un jour devant vous. Et puis un nouveau type d'inondation qui est de plus en plus présent, c'est les inondations par précipitation. Donc les sols sont de plus en plus artificialisés et de temps en temps les sols sont aussi très secs, ce qui fait que vous allez avoir par exemple 1 mois de précipitation qui va pleuvoir en 20 minutes ou 1 heure, et c'est là que l'inondation débute. Donc dans tous les cas, plus vous êtes prévoyant, mieux c'est. Après, c'est un dispositif qui a été conçu pour être gonflable vous en avez pour 60 secondes pour les petits, et pour votre garage, vous en avez peut-être pour 2 ou 3 minutes. Donc c'est vraiment un dispositif hyper rapide et qui a été conçu vraiment pour vous protéger dans toutes les situations où vous n'avez pas vraiment le temps de faire des travaux, amener des grosses plaques métalliques, jointées avec du silicone, etc. Donc c'était vraiment l'objectif de cette invention. Et alors, qui le déclenche ? Comment on le déclenche ? Parce que là, on a des spécialistes du monde mobile avec moi. Est-ce qu'il y a une application qui permet, par exemple, de préprogrammer ou de répondre en cas d'urgence ? Est-ce qu'il y a un capteur ? Comment ça fonctionne pour l'activer, ce dispositif ? La première version est plutôt low-tech. On s'est attaché à avoir un prix qui soit accessible. Vous le gonflez donc avec une pompe. C'est exactement le même process qu'avec un stand-up paddle. Donc vous gonflez, il y a 2 valves et 2 coussins et vous gonflez tout simplement. Vous pouvez gonfler aussi avec un compresseur électrique. Donc quand on équipe des hôtels, des campings, des aéroports et autres, et qu'il y en a 40 à gonfler en 1 heure, on utilise plutôt un compresseur électrique que la motricité humaine, ça va un peu plus vite. Et ensuite, vous avez la partie technologique qui est intéressante, c'est le QR code qui est en haut à droite, qui permet en fait
prouver à votre assureur que vous avez gonflé votre flow stop et de lui montrer une photo entre l'avant et l'après et lui dire en gros, bah, voilà, j'ai tenté de me protéger au lieu de subir l'inondation, se faire indemniser comme c'est ce qui se passait jusqu'à présent, là on a une démarche qui est plutôt protectrice et puis proactive. Alors vous nous dites que justement c'est du low-tech, y compris pour une question de prix, mais j'imagine aussi d'efficacité et de sûreté. Le prix, ça veut dire que vous vous adressez aussi bien aux collectivités locales, aux entreprises, aux particuliers. C'est à chaque fois le même dispositif, le même coût? Ouais, alors en fait, on a deux modèles. On a un modèle pour les particuliers qui est un modèle à la vente, qui est assez classique. Donc, il y a un prix et il y a trois tailles. Alors, il faut savoir qu'ils sont tous produits sur mesure parce qu'on est obligé d'avoir une largeur. Euh, Si votre porte fait 92, il faudra un flow stop de 92 centimètres. Donc, tous les flow stops sont produits à une largeur qui est sur mesure. Donc là, on est sur un modèle de vente assez classique. Et puis pour les pros, on est sur un modèle d'abonnement, qui est un modèle qui a été demandé par les groupes d'assurance. En fait, elles, ce qu'elles souhaitent, c'est pas que le pro s'équipe en achetant du matériel qu'il va laisser dans un hangar et qui sera jamais utilisé. Et lorsque l'inondation arrive, bah, personne ne sait où vont les dispositifs et comment les gonfler. Donc on a créé un modèle assez complet, un peu sur le modèle des extincteurs, où chaque année, il y a un technicien flow stop qui passe chez le pro, qui vérifie tous les flow stops, qui effectue la maintenance et puis qui déploie avec les équipes techniques de notre client et qui répète en fait le process en cas d'inondation. Donc on a vraiment les deux modèles, un modèle service d'un côté et puis un modèle achat-vente assez classique de l'autre. Et on peut avoir une idée du prix, à la fois pour le modèle grand public et le modèle d'abonnement? Ouais, tout à fait. Alors pour les pros, ça va de 160 à 320 euros par an par flow stop. Et en général, on va en équiper allez, peut-être 20, 30 ou 40. Donc on est sur des montants autour de 6 ou 8 000 euros par an. Ils font souvent parfois des économies de plusieurs dizaines de milliers vis-à-vis de leurs assurances quand ils ont installé les flow stops. Et puis côté particulier, les petits modèles, il est à 600 euros TTC et le gros modèle, il est à 1200 euros TTC. Et il y a une subvention du fonds Barnier. Si vous êtes éligible, vous pouvez récupérer jusqu'à 80% du montant. Mais vous parlez de l'assurance. Est-ce que ça va bouleverser le modèle de l'assurance justement face aux inondations qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus ravageuses, on le disait tout à l'heure? Est-ce qu'il va y avoir une obligation finalement à apprendre à mieux se protéger selon vous? Ouais, alors le modèle de l'assurance, on peut dire qu'il est déjà un peu bouleversé. En fait, il faut comprendre qu'une assurance, elle assure un aléa. Et dans de nombreux cas aujourd'hui, on est plutôt sur des certitudes. Vous avez aujourd'hui des pros ou des habitants qui vont avoir une inondation non pas tous les 10 ans ou tous les 20 ans, mais tous les 2 ans. Donc le modèle de l'assurance, il devient compliqué puisque en fait, il faut qu'il soit équilibré à la fin. L'argent n'est pas magique, il y a des cotisations qui entrent et des indemnités qui sortent. Donc les assureurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est que les particuliers et les pros au maximum puissent se protéger, surtout quand c'est des solutions simples. Alors nous, le jour où il y a un tsunami ou autre, bah, il faudra qu'il y ait des assurances et c'est elles qui devront indemniser. Par contre, toutes les inondations qui sont de 10 centimètres, 20 centimètres et qui vont nécessiter de refaire tout le sol, tous les murs et refabriquer tout le mobilier, en fait, quand c'est des catastrophes, je dirais, évitables, de plus en plus avec les différents groupes d'assurance avec lesquels on discute, ils essayent voilà, d'aller vers un nouveau modèle où en faisant prendre conscience à leurs clients que c'est bénéfique pour tout le monde. Les primes d'assurance augmenteront moins, il y aura moins d'indemnités à couvrir, et puis plus globalement, il y a moins de travaux à refaire, d'objets à refabriquer. Enfin, on est un peu plus dans le monde d'aujourd'hui, je dirais. Et le monde d'aujourd'hui, il va comment au niveau des risques d'inondation? Vous avez des chiffres? Ouais, alors bah, c'est pas une surprise, mais on se rend compte que les inondations elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves, je dirais. Donc on a des épisodes, on a tous suivi, donc en août dernier au Pakistan. On voit même qu'il y a des inondations le mois dernier aux États-Unis. On voit qu'il y a un blizzard avec énormément de neige et des chutes de température. Et derrière, la fonte de la neige et du gel va créer une inondation. Donc on est sur des types un peu météorologiques, un peu inédits, je dirais. On en a encore en Californie là cette semaine, en Australie. Donc je dirais que c'est de pire en pire. Et quand on regarde un peu l'impact de l'homme avec les émissions de gaz à effet de serre, en fait, on se rend compte que même si on stoppe aujourd'hui, de toute façon, les effets vont continuer sur des décennies, voire même jusqu'à la fin du siècle. Donc il y a il y a un modèle, selon moi, à prendre en compte, c'est il faudra apprendre à vivre avec des aléas climatiques un peu plus compliqués, il faudra apprendre à se protéger, et puis apprendre aussi à être autonome quand on peut. Je sais pas, peut-être faire moins appel
Voilà, considérer que son assurance est plutôt là pour les grosses catastrophes, considérer que les services publics sont là également les gros sujets. Mais par exemple, quand vous avez une inondation de 10 centimètres ou 20 centimètres, si vous avez des moyens pour vous protéger seul, c'est quand même une solution qui est plus efficiente et plus pertinente pour tout le monde. Merci beaucoup Bertrand Sylvestre Boncheval, donc cofondateur de Flowstop. Vous avez signé notamment avec des campings, si on vous donner des exemples concrets d'utilisation à l'échelle d'entreprises, mais aussi de nombreuses villes. Et puis apprendre à se protéger, c'est vrai que ça va peut-être faire partie des choses qu'il va falloir apprendre à faire. Merci beaucoup. C'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde mobile. On va voir ce qui se passe du côté des wallets. Alors, pour le grand rendez-vous mobile business, aujourd'hui, évidemment, nous accueillons Jérôme Bouteiller, le fondateur, rédacteur en chef d'écranmobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Mais Jérôme n'est pas venu seul, il est accompagné de Frédéric Leclé. Bonjour Frédéric, vous êtes le directeur général délégué d'une fintech française, LivePay, et on va discuter ensemble de ce que vous faites dans ce domaine du paiement sur smartphone. Mais avant, je propose qu'on ait déjà un tour d'horizon de ce qui se passe avec les wallets. Jérôme, vous nous parlez là d'une montée en puissance de ces portefeuilles numériques, ces applications qui s'invitent de plus en plus dans nos smartphones et qui modifient finalement des usages au quotidien. Ah oui, tout à fait. Alors les wallets, on en avait déjà parlé sur ce plateau il y a 2 ans, plutôt sous l'angle des cartes de fidélité. Mais tout comme les portefeuilles, ce sont des applications qui peuvent dématérialiser tous nos papiers. Alors on parle de cartes de paiement, donc de cartes de fidélité, de cartes de transport, pourquoi pas aussi de cartes vitales. Selon une étude réalisée par Gartner et Software Advice, aujourd'hui 30% des Français auraient désormais recours à ces applications, à ces mobile wallets. 90% des cas, c'est des usages bancaires, mais aussi 32% justement pour des tickets de transport et 28% pour des cartes de fidélité. Et qui sont les champions des wallets? Surprenez-moi, Jérôme. Alors, sans surprise, ce sont les géants du smartphone. On peut évidemment citer Apple, Google, mais également Samsung, qui a développé sa propre application native et qui domine mécaniquement ce marché naissant. À côté de ces géants, l'Europe compte également beaucoup de start-up, de champions régionaux. On peut mentionner Stockard, Bonial, Feedme, Fidol, Lydia et bien entendu Life, dont nous allons parler dans quelques instants. Ah, Life, et donc non Leaf. Exactement. Ok, désolé. Des entreprises en tout cas qui profitent d'une forte tendance à la dématérialisation. Alors ces derniers mois, on a parlé de WePub avec la dématérialisation des prospectus. On va voir aussi arriver en avril la dématérialisation des tickets de caisse et puis plus tard dans l'année des tickets de métro. Donc une vraie dynamique aujourd'hui autour du wallet. Est-ce que également ces applications sont utilisées par l'univers des cryptos? Oui, même si l'univers des cryptos traverse une crise profonde avec la faillite de FTX dont vous avez parlé, de nombreuses applications permettent aujourd'hui de gérer ces crypto-monnaies. On peut citer Coinbase, Zengo, Binance. Et on voit également des hardware wallets, c'est l'expression aujourd'hui consacrée, développée par les entreprises françaises comme Ledger, qui permettent de stocker non seulement des crypto-monnaies, mais qui s'intéressent aussi à d'autres crypto-actifs, les NFT, mais également, pourquoi pas demain, nos papiers d'identité. Donc là, on touche à d'un domaine souverain. Les autorités européennes, elles envisagent comment cette généralisation des wallets? Alors, ce sont des sujets qui intéressent énormément Thierry Breton, commissaire européen, ex-patron d'Atos. Et il a lancé un projet, le EU Digital ID Wallet, qui vise à l'horizon 2024 la création d'une véritable application souveraine pour stocker nos documents d'identité, mais également, pourquoi pas, les certificats médicaux sur le modèle démocratisé ces dernières années par tous anti-Covid pendant la crise sanitaire. Alors, l'idée, évidemment, on le comprend, c'est de simplifier le quotidien des Européens pour toutes leurs démarches, mais également d'empêcher les GAFA de faire main basse sur nos papiers d'identité. On rappelle par exemple qu'aux États-Unis, Apple Wallet permet déjà de gérer les permis de conduire des Américains. Et selon une étude réalisée par Thales, 85% aujourd'hui de nos compatriotes se disent prêts à utiliser le portefeuille d'identité s'il était proposé par les autorités européennes. Et alors, quid des 15% restants? Il faudra les convaincre. Ouais. Alors, on peut effectivement se poser la question, ce sont des technologies qui sont présentées comme un progrès pour simplifier notre quotidien, mais qui peuvent aussi susciter l'inquiétude des militants des libertés individuelles. Certains journalistes parlent même de cauchemar totalitaire, l'expression est très très forte, avec la crainte que les autorités puissent désactiver d'un seul clic nos papiers d'identité, nos titres de paiement, nos moyens de transport. Et c'est un cas de figure qui avait même été imaginé par des sénateurs pendant la crise Covid pour sanctionner les citoyens récalcitrants qui ne voulaient pas respecter la quarantaine.
certaine. Donc, que ce soit contrôlé par les géants du numérique ou par les autorités européennes, on le comprend que les wallets sont vraiment un sujet stratégique qui vont bien au-delà du marketing mobile. On rappelle que selon Juniper Research, on serait déjà à plus de 2 milliards sur Terre à utiliser ces applications, en grande partie en Chine. Et les projections seraient qu'on passe de 2 à 4 milliards dès la fin 2024. Donc le meilleur des mondes est peut-être déjà là. Le meilleur des mondes, faites référence au pire qui puisse arriver, qui avait été décrit avec brio par Addus Huxley, j'imagine. Exactement, oui. Frédéric Leclé, alors donc directeur général délégué de Life. On a un champion français, donc on a eu quand même quelques noms qui nous ont un peu surpris dans ce domaine des wallets. Comment vous vous positionnez ? Alors, Life est une fintech française. On a fêté nos 5 ans en mai 2022. Notre mission est simplement de déployer des solutions qui, sur la base du wallet, permettent de simplifier l'expérience client en magasin et notamment au moment du passage en caisse. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites exactement ? Comment vous simplifiez cette expérience ? On transforme votre portefeuille en un portefeuille numérique, en un wallet, dans lequel vous allez pouvoir regrouper et dématérialiser tout ce que vous utilisez lors du passage en caisse, bien sûr des cartes bancaires, des cartes de fidélité, des cartes restaurants, des cartes cadeaux, tickets de caisse, tickets CB, etc. Donc en cela, vous ne vous différenciez pas de l'offre de wallet qu'on connaît chez d'autres gros acteurs américains. Si on se différencie à ce titre que, d'abord pour repositionner, il y a 2 grandes familles de wallets. Il y a les wallets qui utilisent la technologie sans contact pour payer, notamment les wallets américains, Apple Pay, Google Pay, mais aussi Samsung Pay. Et puis, il y a la technologie QR Code. Alors, pourquoi on a 2 technologies ? D'abord parce qu'il y a une sorte de concurrence déloyale dans le monde du sans-contact, puisque Apple bloque l'accès à son téléphone pour le paiement sans contact, ce qui fait que, finalement, sur les téléphones iPhone, il n'y a pas de concurrence à Apple Pay. Ce qui fait que dans l'autre partie du monde, en Asie, c'est la technologie QR Code qui finalement a pris son essor. Pourquoi ? Parce que ça permet d'une part de contourner cette contrainte imposée par Apple, mais également permet de diffuser des services beaucoup plus riches. Ce que je veux dire par là, et c'est ce que fait l'AFP, c'est que plutôt que de simplement payer, comme vous le faites avec votre iPhone quand vous faites un paiement Apple Pay, le paiement par QR Code peut embarquer non seulement le paiement, mais l'utilisation de vos coupons, également l'utilisation de votre carte de fidélité, la dématérialisation du ticket de caisse. Donc c'est beaucoup plus englobant et plus riche qu'un paiement sans contact. On parlait d'expérience client. L'idée, c'est de faire bien plus que du paiement lorsqu'on arrive en point de vente ? Exactement. Le premier point, effectivement, est de reconnaître que l'expérience client souffre d'un certain nombre d'irritants. Le wallet permet d'en adresser 2. Le premier, c'est l'attente en caisse, puisque c'est le premier irritant qui remonte dans toutes les études consommateurs. Le deuxième irritant, pour le faire simple, c'est trop de cartes, trop de tickets dans les poches. Donc le wallet permet tout d'abord d'aller faire ses courses, les poches vides. Enfin, bientôt, il n'y aura plus de tickets en plus. Alors, bientôt, à partir d'avril 2023. Donc, effectivement, c'est dans cette tendance de dématérialisation que le wallet, avant tout, permet de dématérialiser le moyen de paiement, mais dans la continuité, permet de dématérialiser le ticket de caisse. Ça permet d'accélérer le passage en caisse, puisque là où j'avais et des cartes et des tickets à présenter, je vais pouvoir simplifier mon passage en caisse par la simple utilisation d'un QR code. Et ça permet également, de manière un petit peu plus ambitieuse, de proposer aux consommateurs, via une solution qu'on appelle Scan & Go, de scanner ces produits et de les payer en toute autonomie, et donc de s'affranchir du passage en caisse. Donc on n'améliore plus le passage en caisse, on le supprime. Il y a du coup symétriquement une réflexion sur l'expérience employée. C'est aussi des applications qui transforment aujourd'hui la façon de vendre des produits en magasin. Effectivement, cette évolution autour des applications et du smartphone et donc du wallet permet d'abord d'améliorer l'expérience client. Et ça, je pense que c'est important, l'améliorer, simplifier, accélérer. Ça permet également de proposer des parcours alternatifs, c'est-à-dire d'éviter cet entonnoir en ligne de caisse pour proposer pour les plus appétents. Pour les commerçants, en fait, ça a un impact direct pour les commerçants. Exactement, ça a un impact pour les commerçants. Ça permet également d'adresser les évolutions réglementaires, puisque pour supprimer les tickets de caisse, il faut pouvoir les loger dans un contenant numérique. Le wallet en est un. Et donc, il y a une mouvance générale qui est adoptée par le consommateur et adoptée par le commerçant. Et si on prend l'exemple concret d'un restaurant ? Alors, dans le restaurant, là aussi, le moment le plus irritant est l'attente au moment de payer à la fin de votre déjeuner.
vais-je être à l'heure à mon rendez-vous de 14h? Alors, grâce aux wallets et grâce aux technologies QR code, en l'occurrence, on va pouvoir accéder à l'addition en scannant un QR code qui est apposé sur la table ou sur l'addition. Et je vais pouvoir payer traditionnellement, c'est-à-dire la totalité. Je vais pouvoir partager avec différents convives. Je vais pouvoir utiliser différents moyens de paiement comme la carte restaurant, la carte bancaire. Et donc, je vais m'affranchir de l'attente, de l'addition, du serveur, du TPE, enfin, ce que vous connaissez aujourd'hui. Pareil dans un parking, on peut payer son parking de la même façon? Dans un C'est l'annonce parking. d'hier. Alors, un parking, effectivement, vous avez un ticket papier encore. Je peux le perdre. Il faut que je m'arrête à l'entrée. Il faut que je m'arrête à la sortie. Avec le wallet... Bon, après, il y a de plus en plus de parkings qui fonctionnent simplement avec entrée-sortie en carte bancaire. Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut s'arrêter à l'entrée, à la sortie. Certes. La simplification qu'apporte le wallet, c'est que je vais pouvoir renseigner ma plaque minéralogique dans mon wallet. Et je vais donc pouvoir entrer et sortir sans m'arrêter. Et je vais pouvoir payer mon parking automatiquement avec le moyen de paiement que j'ai mis dans mon wallet. Donc, comme le disait Jérôme, ça nous permet de parler de l'actualité live, puisque nous avons annoncé le déploiement de ce service dans tous les parkings Parcus de Strasbourg hier. Très bien. Une nouveauté. On a beaucoup parlé de paiement dans ce secteur des wallets. C'est un marché qui s'est quand même pas mal consolidé ces dernières années. On voit les difficultés qu'ont pu rencontrer Litchi, Pupkin. C'est quoi la dynamique aujourd'hui? C'est à la consolidation des wallets dans des super apps? Alors avant tout, il faut dire que l'année 2022 a été assez chahutée au niveau des fintech pour différentes raisons. Après l'hypercroissance, c'est plus la recherche de rentabilité qui prime. La force de Live, c'est la diversité des services qui sont proposés à ses utilisateurs, par opposition à des démarches monoservices de certains de nos concurrents. La diversité des services permet une diversité de modèles économiques qui, par ailleurs, a cette particularité chez nous, chez Life, d'être biface, c'est-à-dire qu'il s'adresse et aux consommateurs et aux professionnels. Alors, je posais la question tout à l'heure à Jérôme sur les cryptos. Est-ce que vous autorisez, par exemple, les paiements en crypto? Alors, tout d'abord, les cryptos ont apporté de l'eau au moulin du wallet pour la bonne et simple raison que c'est un contenu digital et qui doit donc être stocké dans un wallet. Oui. Donc mécaniquement, la crypto va avec le wallet et tu en as cité un certain nombre. L'AFP a vocation à dématérialiser les moyens de paiement les plus utilisés. Donc on dématérialise les cartes bancaires, les cartes restaurants, les cartes cadeaux. Très prochainement, on va intégrer le virement instantané. En ce qui concerne les cryptos, c'est d'abord pas tout à fait considéré comme un moyen de paiement largement répandu, d'une part. D'autre part, c'est pas un moyen de paiement qui bénéficie de l'encadrement du régulateur. Nous travaillons avec les grandes banques et les grands acteurs du paiement qui, eux aussi, tels que nous le sommes, sont régulés. Et donc, ça requiert prudence et évidemment prise de responsabilité. Et à ce titre-là, et comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, nous n'intégrons pas les cryptos parce qu'on voit bien que le sujet reste risqué. Ça pose encore trop de questions réglementaires. Trop de questions réglementaires et trop de risques aussi. Et de questions de sécurité. Et d'ailleurs, la question de la sécurité, c'est majeur. Est-ce que le QR code, c'est aussi fiable que le système de paiement sans contact? Absolument. Alors, il faut également dire que le QR code est la technologie de paiement la plus utilisée dans le monde, puisque de l'ordre de 2 milliards d'utilisateurs en Asie l'utilisent. Et donc, ça apporte exactement le même niveau de sécurité que le sans contact. C'est un QR code d'ailleurs classique ou c'est une nouvelle génération de QR code? Ce sont des QR codes qui sont assez avancés. D'abord, si vous prenez le temps de regarder le QR code l'AFP, vous verrez qu'il change toutes les 10 secondes, puisqu'il embarque un certain nombre d'éléments sécuritaires. Donc, la réutilisation d'un QR code est impossible. Et puis, c'est des QR codes qui s'enrichissent également de votre téléphone, d'un certain nombre de particularités de votre téléphone. Donc, vous ne pouvez pas reproduire mon QR code sur votre téléphone. Bref. Oui. Évidemment, tout ça a été largement creusé et largement encadré. Jérôme, oui. Et cette réflexion des autorités européennes pour aussi pouvoir embarquer des papiers d'identité, voire des papiers de santé dans un wallet, c'est un sujet aussi qui est étudié par Live? Alors d'abord, c'est le sens de l'histoire, puisqu'il y a des projets qui consistent à proposer une déclinaison numérique de votre identité pour, là aussi, pouvoir sortir sans permis de conduire, sans carte vitale, sans papier d'identité. Ce sont des projets qui sont nécessaires. Ce sont des projets qui sont forcément indispensables aussi eu égard au projet
de passeport européen d'identité numérique qu'évoquait en anglais tout à l'heure Jérôme. Que vous voyez arriver comme plutôt une bonne nouvelle ou comme un concurrent ? Alors, à ce stade, c'est un petit peu tôt pour le dire. D'abord parce que là aussi, l'adoption, telle qu'on le mentionnait, alors France Connect, qui est toute première prémisse en la matière, qui permet de centraliser l'authentification pour les services publics, a bénéficié d'une adoption majeure, puisqu'on a 14 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mais c'est assez simple d'encadrement. Quand on va parler d'identité numérique, on voit le champ d'application qui est assez flou finalement, ou en tout cas quelles pourraient en être les dérives. Et donc, est-ce que cette identité numérique va bénéficier de la même adoption ou d'un petit peu plus de réserve? Donc, tout reste à voir. Mais quoi qu'il advienne, c'est le sens de l'histoire. Mais il y aura la place, vous pensez, pour plusieurs solutions encore, une fois que ce portefeuille numérique européen sera installé? Alors, premièrement, je pense que c'est important d'installer un portefeuille numérique européen pour recréer une souveraineté en la matière, là où aujourd'hui les principaux acteurs sont américains ou asiatiques. C'est vrai dans l'identité, mais c'est vrai avant l'identité dans le paiement. Et dans le paiement, il y a des grands projets en la matière, comme EPI, je dirais soutenu par les grandes banques françaises, mais aussi le projet d'euro numérique qui va avec son wallet, qui lui est motivé par la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à l'échelle des initiatives domestiques, puisque l'AFP est probablement la solution la plus avancée en France, et il y a d'autres initiatives comparables dans les autres pays européens. Et tout ça a vocation à converger vers quelque chose de, en tout cas, interopérable, voire plus. Mais vous participez aujourd'hui aux discussions, à la construction de ce wallet européen? Alors, il n'a pas commencé. Et vous allez? Parce que je crois que les appels d'offres, eux, ont commencé. On va tout faire pour. Donc tout n'est pas terminé. Tout n'est pas terminé. Au sur les appels d'offres. Non, parce que je sais qu'ils ont été ouverts. D'accord. Oui, et Thales, Atos, sont tous déjà en embuscade, mais il y a effectivement la place. Mais aujourd'hui, c'est possible encore d'y participer. Naturellement. Et notre priorité, notre cœur de métier, et donc là où on va prioritairement s'investir, c'est bien dans le paiement plus que dans l'identité, qui a un volet un petit peu plus souverain et donc forcément plus contraint. Merci beaucoup Frédéric Leclé de LifePay et Jérôme Bouteiller d'écranmobile.fr. On part pour une petite pause et juste après je proposerai une autre interview. On va s'intéresser à cette plaie des dark data. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et les nouvelles technologies, cette société numérique qui se construit et qui est aussi pleine d'embûches. On va parler des dark data. Ce sont ces données que l'on oublie dans nos systèmes informatiques. On en parle avec Emmanuelle Hertel qui m'a rejoint en plateau, directrice générale d'Innovation and Trust. C'est une Digital Factory de Tessie. Tessie, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale, l'optimisation des processus métiers, la personnalisation des parcours clients dont on parle beaucoup en ce moment. Mais alors vous, donc on s'intéresse à cette Digital Factory. Vous allez surtout nous aider à mieux comprendre cette histoire des dark data. C'est pour ça que je vous ai invité, c'est que vous venez de publier, enfin vous allez d'ailleurs bientôt. Oui, il sort là maintenant. Il sort là maintenant. Comme ça, vous nous offrez des informations en avant-première, c'est parfait. Un cahier sur les dark data. Alors je disais des données oubliées, mais quelles sont ces données que l'on est capable d'oublier dans ces systèmes informatiques? Alors elles sont très variées. En fait, par principe, on stocke. C'est une habitude. Alors, c'est pas une habitude franco-française, c'est totalement humain. Okay. Par définition, on stocke. On stocke des données qui sont d'une durée de vie légale. On stocke parce qu'on se dit qu'on va en avoir besoin demain, parce que c'est la vie des systèmes d'information. Sauf qu'aujourd'hui, ces dark data, elles sont colossales. C'est plus de 52% des data qui sont stockées dans les data centers aujourd'hui. En France, c'est 56% en France et 52% dans le monde sont des dark data, c'est-à-dire des data qui ne sont pas utilisées. Mais comme vous, dans votre armoire... À partir de combien de temps on décide que c'est une dark data? Alors, ça dépend de la durée de vie. On a des durées de conservation, on a des durées de vie de la donnée. Mais une dark data, elle peut l'être très très vite. C'est-à-dire qu'au moment où on ne s'en sert plus dans un traitement informatique, elle est considérée comme dark data. Donc en réalité, ça va très très vite. Si je prends votre carte d'identité, qui a une durée de vie dans un système avec un droit à l'oubli, mais je peux non seulement oublier de la purger, alors il faut faire attention parce qu'il y a des obligations légales, mais je ne peux aussi ne plus jamais me servir de cette donnée. Et pourtant, à un moment, elle est extrêmement précieuse. Puis 2 heures après, en fait, une fois que le traitement du dossier est fait, j'en ai plus d'intérêt. Or, cette data-là, elle peut me servir. Alors, la carte d'identité n'est pas nécessairement le bon exemple, mais c'est une donnée qui va pouvoir me servir demain pour faire un autre traitement sur autre chose ou créer de la valeur.
que j'oublie. Et donc, je ressollicite, je recrée d'autres informations, je vais racheter ailleurs. Puis surtout, je continue à accumuler du stockage. Donc, ces dark data, elles naissent du fait de mes usages numériques quotidiens. Exactement, du traitement. Chaque jour. Exactement. Alors, du vôtre, à titre personnel, parce que vous générez, vous, en relation surtout avec les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises génèrent du dark data de manière extrêmement importante. Et puis, elles ont un coût, ces dark data. Aujourd'hui, elles coûtent plus de 2 milliards d'euros à l'échelle mondiale par mois de non-traitement de ces informations. Donc, c'est colossal. Donc, ça concerne tout le monde, les dark data? Ça concerne toutes les d'entreprises? Oui, toutes les entreprises, de petites, moyennes, grosses. Il n'y a pas une cause 40. particulière à la naissance d'un volume important de dark data? Alors, il y a 3 causes connues, en tout cas que nous, on a référencées chez Innovation and Trust avec nos systèmes. La première, c'est le réglementaire. On a des lois qui nous obligent à conserver des durées. Il y a des durées de conservation dites légales, mais aussi parce qu'à un moment, on n'a pas mis en place les politiques d'archivage qui vont bien dans l'entreprise. Donc, c'est un sujet. Il y a le fait qu'on ne sait pas quoi en faire. C'est pas un manque de compétences, c'est juste on ne sait pas quoi en faire. Et puis on n'a pas nécessairement les systèmes chez Innovation and Trust. Pourquoi on a développé ça? C'est parce qu'on a une empreinte éco-responsable extrêmement importante. On est jeune, la Digital Factory est jeune au sein de Tessie, elle a 2 ans maintenant, mais aussi parce qu'on a créé Innovation and Trust pour être human interactive, être toujours tourné vers l'humain. Or, l'empreinte carbone est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'on a développé notre fameuse compta carbone qu'on appelle EcoData maintenant, et qui nous permettait de mesurer cet impact de cette data dans les systèmes d'information de nos clients et de proposer ce qu'on appelle des content services plateformes, des plateformes de gestion de contenu, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un volume colossal et que les entreprises passent leur temps à essayer de recréer de la data à côté tout le temps, alors qu'elles ont un patrimoine énorme dont elles ne se servent pas. Et alors, vous parliez de 3 causes. Donc, vous disiez, on a le problème réglementaire, le problème de l'archivage qui est mal géré. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Et la troisième raison? La troisième raison, elle est sur la non-compétence. C'est-à-dire que les entreprises n'ont pas nécessairement les personnes en interne ou les bons accompagnants pour pouvoir les aider aussi à recréer de la valeur avec cette data. Mais c'est quelque chose de juste impressionnant. On dit parce toujours, que les conséquences, vous nous avez dit, donc ça peut coûter très cher. Ça coûte très cher, ça coûte horriblement cher, ça coûte cher en quoi? valeur. En puissance de calcul, en espace de stockage? En espace de stockage. Surtout. Le premier élément, c'est l'espace de stockage. Quand on voit aujourd'hui avec l'évolution des prix de l'électricité, à chaque fois que vous consultez un document, ça coûte en électricité. Eh bien, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de se dire, j'ai ça, j'ai stocké. Voire même en entreprise, on a fait pire, c'est qu'on est parti chez des hébergeurs tiers extérieurs et en disant c'est bon, c'est plus chez moi. Si, en fait, c'est chez toi et ça te coûte. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, nos datas et les datas de l'entreprise, c'est comme un Parisien avec la Tour Eiffel. Il passe devant tous les jours, il la trouve très belle, mais il n'en fait rien. Il ne va pas la visiter. Je ne sais pas depuis quand vous n'êtes pas monté à la Tour Eiffel. Mais les dark data, c'est exactement ça. Ça peut coûter aussi en cyberattaque. Est-ce que c'est une source de failles mais bien sûr. Dans les systèmes? Bien évidemment. Alors, quand je dis bien évidemment, c'est bien sûr. Votre remarque, elle est totalement pertinente. C'est-à-dire qu'on le voit là avec les récentes attaques, du patrimoine qui n'est pas stocké correctement, qui n'est pas utilisé et qui donc, on n'en a pas conscience, mais c'est de l'information hyper importante. Aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont été hackés. On a pris des dossiers qui sont des dossiers récents, mais aussi d'anciens dossiers. Moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui faisait partie des dossiers patients qui ont été volés à l'hôpital de Corbeil. On n'est pas en train de parler d'un dossier qui a 3 semaines. On est en train de parler d'un dossier qui avait 1 an et demi maintenant. Donc, on est déjà en dark data. Et en termes d'impact écologique, alors vous l'avez évoqué, mais est-ce qu'on sait vraiment mesurer? Non, c'est très dur aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a développé notre compta carbone EcoData. C'est surtout parce qu'on voulait mesurer et donner cette empreinte carbone. Et chez Innovation and Trust, cette volonté d'être human interactive, c'est surtout d'aller dire à nos clients, écoute, Delphine, t'es bien gentille avec les données que tu veux nous donner dans nos data centers, mais combien ça va coûter? Et non, tu vas pas sortir de chez toi quelque chose pour te donner bonne conscience, venir le mettre chez moi, et venir polluer chez moi. Non, on va toutes les deux prendre conscience de ce que ça pèse, on va le mesurer. Et comment, on va te dire, comment on le mesure, ça? Alors, on a développé une compta carbone. C'est encore... on est à la V1 de l'outil. On est en train de le travailler avec un client. En fait, on co-construit avec nos clients énormément. Et on co-construit avec un client d'une personne publique qui va nous amener dans nos data centers plus de 2 milliards de données, donc c'est quelque chose de juste colossal, et on est en train de lui dire, écoute, on prend tes données aujourd'hui, on va mettre en place tout de suite la politique d'archivage, on va purger quasiment dans la foulée de ce que tu vas nous donner,
Et on va essayer de quantifier au mieux, avec nos impacts serveurs, notre impact électricité, le coût de développement de cette donnée, le coût de développement de la solution, de faire une mesure. Et c'est un indicateur qu'on va suivre. Comment est-ce qu'on peut chacun partir à la chasse aux dark data? Alors, il y a un process, une recette, faire le ménage dans ces données? On devrait avoir une recette miracle. Eh oui. Si on en avait une, on ne serait pas là aujourd'hui. Ce serait du consumérisme total. Aujourd'hui, sur comment on peut faire. La première, c'est déjà ne pas surstocker, individuellement déjà, ne pas surstocker la donnée. Alors j'ai mon document, je ne sais pas, mon justificatif de domicile, ce ne sont pas des exemples pertinents, mais c'est juste, je l'ai une fois parce que je l'ai envoyé à ma banque. Ah, puis je l'ai rescanné, mon passeport surtout, tiens, c'est un bon exemple. Mon passeport. Moi, à titre personnel, je l'ai une fois pour mon dossier avec mon appartement. Je l'ai une fois avec ma banque. Je l'ai une fois avec je ne sais pas quel organisme. Alors ça veut dire, au niveau de tout à chacun, essayer d'y penser. Exactement. Notamment sur ses téléchargements, faire le ménage régulièrement. Au niveau d'une entreprise, comment elle peut partir à la chasse aux dark data? Elle doit mettre en place une politique d'archivage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est être capable de se dire, chaque document a une durée de vie. Il y a une durée de vie légale et il y a une durée de vie de ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis, non, je ne stocke pas 3 fois dans 3 systèmes différents la même information. Aujourd'hui, la plupart des systèmes d'information des moyennes et des grandes entreprises sont maillés de différents rachats. Donc, pas nécessairement d'une synergie d'informations, de venir tout déverser dans un seul et unique système, tel que, bien évidemment, ce que propose Innovation and Trust, mais pas que, dans lequel je déverse à un seul endroit qui lui-même va venir définir des politiques d'archivage. On parle d'un système d'archivage électronique, en réalité. Quelque chose d'un système qui soit intelligent et qui va permettre aux entreprises de mieux gérer leurs données et de la remettre aussi à disposition des data scientists. On dit tout le temps, on passe son temps à courir après la valeur de la data. Tout le monde parle de ça. Ma data, elle a une valeur. C'est-à-dire que aussi, toute la tendance autour du big data n'a pas aidé à partir à la chasse au dark data, j'imagine. Alors, oui et non, parce qu'en fait, le big data a généré de la dark data. Donc, je ne l'enlève pas parce que je veux en avoir besoin. Bien sûr. Ouais. Mais t'en as besoin, mais tu t'en sers pas. Elle est chez toi, en fait. Ton patrimoine, il est là. Tu n'as plus tes linéaires de papier, tu as des linéaires de data. Fais-en quelque chose. Mais ne les laisse pas croupir dans un coin, parce qu'elles te coûtent cher. Et ça demande quel type de compétences en interne dans une entreprise? Qui s'occupe de l'archivage numérique? Alors, il y a des gens, il y a des entreprises qui ont des personnes dédiées à l'archivage numérique, qui viennent de formations dédiées à ces sujets-là. Il y a du normatif également, donc on peut se former au travers du normatif. On a une norme qui s'appelle la NF 461, alors ça fait très verbeux dit comme ça, mais en réalité qui donne quand même les grands principes de cette gestion, de mieux gérer ces datas. Et puis c'est c'est pas technique, c'est métier. Il faut que le métier continue à prendre le pouvoir dans les entreprises. Je suis tech, je fais de la tech tous les jours, je gère des informaticiens ou des développeurs informatiques. Ils ne doivent plus avoir le pouvoir. On doit être mis au service du métier, au service des processus. On disait tout à l'heure, Tessie est là pour améliorer les processus de l'entreprise. C'est eux qui vont nous dire aussi comment ils veulent utiliser l'information, de quoi ils ont besoin. À nous de leur mettre à disposition le reste. Des contraintes aussi réglementaires qui s'imposent, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a la loi. Chaque métier a une loi qui l'embarque. Les banques ont un code, l'assurance a un code, le social a un code qu'il faut respecter. Ça génère aussi de la dark data. Ouais. Et quand on a vraiment de la dark data qui commence à coûter très cher, il ne faut plus la stocker au même niveau que les autres informations. Donc on a 3 niveaux. On a basiquement le chaud, le tiède, le glacier. Il faut pouvoir redescendre sur des espaces qui ne coûtent pas cher. Merci beaucoup Emmanuelle Hertel de nous avoir éclairé sur la manière dont on peut faire un peu de ménage dans nos systèmes et partir à la chasse aux dark data. Emmanuelle Hertel de Innovation and Trust, qui est une filiale de Tessie. À suivre notre chronique Où va le web. Usurpation d'identité, faux sites, promesses de gains rapides, crypto-monnaies fallacieuses. Eva, aujourd'hui, nous fait un petit point sur toutes ces arnaques qui pullulent dans le Web3. Attention aux arnaques, notamment les arnaques aux cryptos qui deviennent monnaie courante. Celle-ci fait grand bruit depuis quelques jours dans l'univers Web3. L'influenceur américain Logan Paul a été pointé du doigt pour avoir participé et encouragé une arnaque de grande envergure. Il a fait la promotion d'un jeu vidéo nommé CryptoZoo, une plateforme qui a récolté des fonds. Le titre a même généré plus de 2,5 millions de dollars sur sa première année, mais sans jamais se lancer sur le marché.
Personne n'a pu donc ni acheter ni vendre de NFT comme c'était annoncé. Alors aucune enquête n'a pour l'instant été ouverte, mais il y en a un qui est bien décidé à faire la guerre à ces spécialistes autoproclamés de la finance. Son pseudonyme, Kofi Zilla, c'est lui qui a fait éclater le scandale et dénoncer cette situation. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés et il a déjà plusieurs enquêtes à son actif. Plus proche de nous, en août dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie contre un YouTuber. CryptoGouv, c'est son nom, aurait arnaqué entre 200 et 300 personnes grâce à sa chaîne YouTube, chaîne spécialisée dans les crypto-monnaies et les NFT. Il s'est volatilisé début juillet avec presque 4 millions d'euros selon l'avocat des plaignants. Usurpation d'identité et faux sites, promesses de gains rapides, crypto-monnaies fallacieuses, les arnaques peuvent prendre de nombreuses formes dans l'univers du Web3 et avec donc des fois la complicité des influenceurs. Depuis 2 ans maintenant, les signalements pour arnaque aux crypto-monnaies se multiplient à vitesse grand V. Ils ont représenté un quart des signalements en 2021 selon l'AMF. On ne les a pas encore, mais ces chiffres devraient évoluer sur l'année 2022. Le gendarme financier travaille d'ailleurs avec l'autorité de régulation de la pub sur un statut d'influenceur responsable spécialement dédié au domaine financier. Et oui, méfiance avec tout ce qui se passe dans le Web3. Il y a des belles choses, mais il y a aussi des arnaques. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre. Je vous annonce que demain, nous recevons le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, nous accorde une grande interview à suivre demain donc dans Smart Tech sur la chaîne Bismart.